Salut à tous, je suis Glenn Diesen et je suis aujourd'hui accompagné de Pascal Lotaz, un professeur assistant suisse travaillant au Japon et également l'animateur du très populaire podcast Neutrality Studies. Eh bien, je suppose que votre principal domaine de recherche est évidemment la neutralité. Nous avons contribué au même livre une fois sur ce sujet. Nous avons présenté ensemble à Washington, D.C., je pense aussi avec le ministère de la Défense là-bas. Quoi qu'il en soit, cela vous convient peut-être très bien. C'est dans votre sang suisse, l'aspect de la neutralité, c'est-à-dire. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de remarquer que la façon dont nous parlons de neutralité semble avoir un peu changé récemment. Autrefois, c'était considéré comme une position morale, une recette pour la paix, pour promouvoir la diplomatie. En effet, les États neutres avaient tendance à être des médiateurs naturels. C'est pourquoi les dirigeants mondiaux se rencontraient toujours en Finlande ou en Suisse. Mais encore une fois, je pense qu'un développement intéressant est que, au cours des 3 dernières décennies, et surtout en s'intensifiant au cours des 3 dernières années, la neutralité a presque disparu en Europe. De plus, la façon dont nous parlons de la neutralité a changé. Alors comment interprétez-vous tout cela? Pourquoi la neutralité est-elle si importante, je suppose? Et comment voyez-vous ce sujet évoluer? Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être sur votre podcast. Nous avons une histoire qui remonte à 2019 et cette très belle conférence sur la neutralité permanente qui, curieusement, a eu lieu à Washington, D.C. Je suis assez content que le discours de la communauté académique sur des sujets même abstraits comme celui-ci fonctionne encore. Beaucoup de spectateurs qui regarderont cette vidéo secoueront simplement la tête et diront « Quelle neutralité ?» Je veux dire, comment la Suisse est-elle encore neutre? Comment l'Autriche est-elle encore neutre dans cet environnement très polarisé où ces pays choisissent un camp, n'est-ce pas? Il est tout à fait clair que les Suisses, les Autrichiens et les Irlandais, dans une bonne mesure également, ont choisi d'être avec l'Occident, ont imposé des sanctions à la Russie et soutiennent pratiquement tout ce que fait Israël. Je veux dire, comment pouvons-nous encore décrire un tel comportement comme neutre? Et comme vous l'avez dit, en Europe en général, la Finlande et la Suède, nous les avons juste perdus en tant que neutres. Les cyniques diront « Oui, eh bien, ils n'ont jamais été vraiment neutres. » Et d'autres cyniques diront que la Suisse n'a jamais été neutre. Je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, l'or, les nazis, comment est-ce que c'est de la neutralité? Maintenant, une partie de ce que je fais à mon université est d'essayer de démonter tout cela et d'étudier comment certains acteurs qui ne sont pas directement impliqués dans la guerre agissent. Je qualifie cela de politique de tiers. Et oui, cyniquement parlant, la neutralité quitte au moins l'Europe en ce moment. Mais, fait intéressant, la neutralité en tant qu'acteur tiers dans les conflits gagne en force à l'échelle mondiale. Elle se déplace vers le monde plus large. Je veux dire, si nous regardons ce qui se passe autour des BRICS et comment certains pays du Sud global se positionnent, ils disent explicitement « nous ne participons pas à ce conflit ». Et certains d'entre eux appellent explicitement cela la neutralité. Le plus intéressant, ce sont les Malaisiens. La Malaisie est maintenant, cette année 2025, la présidente de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, et le ministre de l'économie a récemment, en décembre, écrit un article dans l'un des journaux disant que la neutralité est le plus grand atout de l'ASEAN. Il dit que l'ASEAN, en tant que groupe de 10, maintenant 11 pays, est une force neutre et qu'elle ne prendra pas parti. Et c'est un atout énorme, car ils peuvent commercer et travailler avec tout le monde ensemble. Donc, la discussion évolue. Et avec le temps, les concepts changent, le langage à ce sujet change.
Mon affirmation est qu'il est logique d'essayer de se concentrer non seulement sur les parties en conflit, mais aussi sur ces tiers, car souvent les conflits développent des dynamiques qui englobent également les tiers. Même si ces tiers, ces neutres, essayent de rester en dehors du conflit principal, ils essayent de ne pas s'impliquer dans les combats. Mais la constellation globale du conflit est comme un cadre autour de tout, et les tiers sont très intégrés dans cette dynamique. Naturellement, les belligérants ou les parties en conflit essaieront d'influencer les tiers. Vous pouvez voir comment les Américains et les Européens le font, souvent avec beaucoup de pression. Ils essayent de critiquer quiconque continue de commercer avec la Russie, parce que, selon eux, tout le monde devrait cesser toutes les interactions avec la Russie, ignorer leurs intérêts précédents et suivre ce que l'UML et les États-Unis dictent. Cela, croit-il, aiderait à vaincre la Russie. Et vous pouvez voir comment la capacité continue de la Russie à s'engager dans la guerre avec l'Ukraine est imputée à des États tiers par les Européens et les Américains. D'abord, c'étaient les Chinois, puis les Nord-Coréens, et vous savez cette flotte fantôme d'autres pays, ou la flotte fantôme russe qui ose naviguer vers des pays ne participant pas à ces sanctions. Ce genre de pression est très normal. C'est très ancien. Tout au long de l'histoire, nous voyons que des tiers sont constamment engagés et poussés et tirés. Parfois, ils coopèrent davantage avec un belligérant et parfois moins. Eh bien, ce sont mes études sur la neutralité. Eh bien, c'est intéressant ce que vous avez dit, que tandis que la neutralité décline en Europe, ou si elle ne s'effondre pas dans le reste du monde, on observe une grande adhésion à celle-ci, également sous la forme de non-alignement, de ne pas rejoindre de bloc. Encore une fois, le monde devient plus comme l'Inde, je suppose, ce qui serait un développement positif. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères indien, Jai Shankar, fin 2022 ou début 2023, était à une grande réunion de discussion et a été poussé par l'animateur de la conférence, disant « Vous savez, à la fin de la journée, il est clair que chaque pays doit choisir un camp. De quel côté serez-vous » Et il a dit « Écoutez, je rejette cette formulation. Ce n'est pas ce que nous faisons. L'Inde est du côté de l'Inde. Je représente 1,3 milliard de personnes. J'ai le droit à mon propre camp. Donc je rejette cela. » Et l'animatrice, l'intervieweuse, n'a pas vraiment compris. Elle a continué à dire « Oui, mais à la fin de la journée, vous savez, quand il faut vraiment choisir, vous devez prendre parti. » Et c'est une manière très européenne et anglo-américaine de comprendre le monde. Et c'est bien sûr quelque chose que les neutres, que ce soit officiellement ou simplement dans un sens analytique, essaient d'éviter. En fait, la partie du monde qui parvient à échapper à cela est en croissance. Pensez simplement au monde d'avant 1945, où de grandes parties du Sud global étaient occupées, n'est-ce pas, des colonies. Et automatiquement, lorsque leur État parent entrait en guerre, elles devaient également entrer en guerre. Je veux dire, les Premières et Secondes Guerres mondiales n'auraient pas été des guerres mondiales sans l'occupation de tous ces endroits. Et juste le simple fait que maintenant le Sud global est beaucoup plus indépendant. Et il y a encore des influences néocoloniales. Et l'Occident essaie toujours de mettre son empreinte sur eux et de les pousser dans une direction ou une autre. Mais aujourd'hui, institutionnellement, beaucoup de pays du Sud global sont capables de dire, comme non, ni vous, ni vous. Je ne vais pas participer. Je vais faire ce qui est bon pour moi. Et en fait, je vais essayer de commercer avec vous deux. Et je me fiche que vous vous coupiez la gorge. Vous êtes des idiots. Je ne vais pas participer, mais je vais quand même commercer avec vous, parce que évidemment, pourquoi pas.
Oui, mais c'est pourquoi je pense qu'il est très difficile de mentionner les journalistes qui essayent de comprendre cela. Je vois souvent cette analyse chaque fois que les Saoudiens commencent à commercer plus étroitement avec la Chine. Les journalistes viendront et demanderont, eh bien, rejoignent-ils maintenant la Chine en tant que bloc? Nous ne pensons qu'en termes de bloc. Appartenez-vous à notre groupe ou au leur? C'est une forme très extrême de tribalisme et d'extrémisme. En tant que personne vivant en Europe, je trouve assez déprimant de voir le déclin rapide. Cependant, un avantage, bien sûr, est que lorsque le monde était excessivement centré sur l'Occident, le reste du monde n'avait guère d'autre choix que de se joindre. Mais comme l'Inde le souligne souvent, d'une manière ou d'une autre, les problèmes de l'Inde ne sont jamais les problèmes de l'Europe, mais les problèmes de l'Europe doivent toujours être ceux de l'Inde. Donc ils doivent toujours choisir un camp. Mais c'est très destructeur. C'est exactement ce discours qu'il a prononcé. Exactement celui-là, oui. Je pense que nous avons regardé le même discours. Mais je pense que c'est aussi le changement de pouvoir à mesure que le monde devient plus multipolaire. Et abandonner la neutralité peut être assez destructeur parce que vous vous attachez à un camp. Si vous avez un conflit, par exemple, entre les États-Unis ou l'OTAN et la Russie, si vous choisissez un camp, vous vous isolerez de l'un de ces camps, créerez une relation hostile et vous pourriez développer une dépendance excessive envers l'autre. Mais aussi, ce que par exemple l'Inde et d'autres disent, c'est ce que nous disions autrefois, que la neutralité est bonne. Elle empêche les conflits de s'intensifier et de se propager. Et même tout ce discours sur le fait qu'il s'aligne avec la Chine est très explicitement neutre, ou pas seulement neutre, dans ce conflit, même si la Russie est leur partenaire le plus important. Ils disent qu'ils sont neutres, ils ne prennent pas parti. En effet, ils ont également vendu des drones et autres à l'Ukraine. Mais aussi, en termes de non-alignement, ils sont très clairs. Ils disent qu'ils ne vont rejoindre aucune alliance. Donc c'est parce que tout le principe est qu'ils s'aligneront contre d'autres pays. Oui, et en fait, vous savez, c'est absolument vrai qu'à première vue, on pourrait penser que la neutralité est sur une tendance à la baisse, parce que nous sommes tellement habitués à ne regarder que l'Europe. Et là, elle est clairement en déclin, et aussi en Suisse. Nous essayons de faire quelque chose contre cela. Je peux en parler peut-être plus tard. Mais cela ne se passe pas bien. Mais d'autres parties entières se dirigent davantage vers ce genre d'idée de dire, comme, non, je ne vais pas m'engager de manière permanente avec qui que ce soit. Et nous voyons le retour non seulement de petits États qui essaient d'être neutres, comme, disons, eh bien, la Malaisie n'est pas un petit État. Désolé, ce n'est pas un petit État, mais ce n'est pas une grande puissance. Mais nous voyons, comme vous l'avez dit, que la Chine rejette officiellement cela. Lors de ma dernière conférence, j'ai eu une excellente conversation avec l'universitaire Yu Bin, et il a soutenu et soutient encore aujourd'hui que l'approche de la Chine envers la guerre russo-ukrainienne est en réalité une neutralité de principe, car c'est ce qui a le plus de sens. La Chine entretient toujours de bonnes relations de travail avec l'Ukraine. Nous voyons le retour, en ce moment, d'une forme de neutralité dont nous n'étions même pas conscients qu'elle ait jamais existé, car elle a en quelque sorte disparu après la Seconde Guerre mondiale. C'est la neutralité des grandes puissances. Dans les deux nouveaux traités de la Russie avec la Corée du Nord et l'Iran, il y a une clause de neutralité. Elle n'utilise pas le mot neutralité, mais la clause est très explicite. Elle dit que si l'une des deux parties contractantes se retrouve en conflit avec un troisième État, alors aucune des parties contractantes n'aidera le troisième État. C'est une clause de neutralité classique du XIXe siècle. Et ces deux traités, celui entre la Corée du Nord et la Russie et celui entre la Russie et l'Iran, contiennent cette clause. En fait, la Russie est un
Et vous avez écrit à ce sujet dans le passé aussi, dans ce livre, en fait. La Russie non seulement a voulu, à un moment donné, être un acteur neutre, du moins au début des années 2000, mais elle a une longue histoire d'utilisation de tels accords de neutralité pragmatique de grande puissance pour équilibrer ses relations internationales. Plus important encore, le pacte de neutralité soviéto-japonais de 1941 a empêché la Russie et le Japon d'entrer en guerre jusqu'en 1945, lorsque les Soviétiques ont rompu le pacte. Cela a libéré leur arrière pendant 4 ans. Au XIXe siècle, ils ont beaucoup utilisé cela. Catherine la Grande a été l'inventrice de la soi-disant Ligue de la neutralité armée, qui avait pour idée de regrouper les navires neutres et de défendre les navires neutres contre les incursions des Britanniques et des Français. C'est toute une longue histoire, mais nous assistons actuellement au retour de telles clauses de grande puissance, des clauses de neutralité. Ainsi, ce ne sont pas nécessairement seulement les alliances qui comptent à nouveau. Les clauses de neutralité et les accords de neutralité sont également en hausse en ce moment. Oui, bien sûr. Et aussi, non-alignement et neutralité. Ce ne sont pas les mêmes concepts, mais ils sont étroitement liés. Oui, très liés. Mais c'est pourquoi il semble que nous ayons tiré les mauvaises leçons de ce qui a été fait en Europe. Parce que maintenant que l'OTAN parle de mettre en place, vous savez, des systèmes d'alliance en Asie, peut-être pas sous la forme de l'OTAN, l'ancien Premier ministre d'Australie a lancé une attaque cinglante, disant, vous savez, c'est comme souhaiter la peste. Pourquoi voudrions-nous cette politique de bloc agressive, alors que, comme vous l'avez également souligné, l'ASEAN adopte une position neutre? Et c'est tellement important, parce que le point de départ dans toute analyse de politique de sécurité des études de sécurité doit être la compétition sécuritaire. C'est juste du bon sens. Si un côté renforce sa sécurité, bien sûr cela va compromettre la sécurité d'un autre. Ainsi, les États qui abandonnent la neutralité ont tendance à intensifier les tensions, et cela provoquera une contre-réaction. Et je pense que si nous regardons dans le contexte de ce qui s'est passé en Europe, la neutralité est le mot sur toutes les lèvres quand il s'agit de l'Ukraine, car tout le monde réalise qu'un accord de paix devra inclure le rétablissement de sa neutralité. Mais regardez comment nous en sommes arrivés là. Vers la fin de la guerre froide, notre principal objectif était de créer une Europe sans politique de bloc. Nous parlions de sécurité indivisible. C'était la charte de Paris pour une nouvelle Europe. Pourtant, nous n'avons pas pu remplacer le système de bloc. Et c'est pourquoi vous avez mentionné ce chapitre de livre que j'avais sur la Russie. Lorsque nous avons annulé l'idée d'une architecture de sécurité européenne commune par l'OSCE, ils ont envisagé de rejoindre l'OTAN simplement parce que cela aurait été un format inclusif. Ce ne serait pas un système de bloc. De plus, une comparaison amusante avec l'Ukraine serait en 2003, dans le mémorandum cosaque en Moldavie, les Russes ont aidé à négocier une unification entre la Moldavie et la Transnistrie, qui est la région sécessionniste. Les deux parties ont fait des compromis. La chose importante pour la Transnistrie était qu'elle ait une certaine autonomie dans la mesure où elle pourrait opposer son veto à des décisions qui impacteraient la politique étrangère et l'alignement. Cela signifiait donc qu'elle ne rejoindrait pas l'OTAN. La Moldavie a dit qu'elle était prête à le faire. Le président montait dans l'avion, ils étaient prêts à aller signer, puis ils ont reçu l'appel des Américains et des Européens disant « Ne le faites pas ». Cela s'apprête ce qu'ils appellent l'avenir européen. Maintenant, quand ils disent avenir européen, ils parlent de bloc. Vous devez rejoindre notre bloc parce que, oui, et ils ont effectivement torpillé toute l'affaire. Ils auraient pu avoir l'unification en 2003, et encore maintenant cela fait 20 ans, et ils s'en sont éloignés.
C'est, encore une fois, tous les pays le disent en fait. Quand vous regardez les sondages en Biélorussie, voulez-vous vous aligner avec le bloc russe ou le bloc occidental? S'ils doivent choisir, ils vont avec la Russie. Mais la majorité ne veut pas être dans un bloc. Ils préféreraient simplement ne pas choisir. Comme l'Ukraine d'ailleurs. Tous les sondages montraient la même chose avant 2014. Ils ne voulaient pas faire partie d'un bloc. S'ils devaient choisir, ils préféraient la Russie. Mais de manière écrasante, ils voulaient juste être au milieu, ne pas s'en mêler. Et oui, cela n'était plus acceptable. Oui, et la Géorgie aussi. Il y en a tellement. Le Turkménistan déclare officiellement sa neutralité, etc. Et il est tout à fait clair que ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas un problème de qui choisit quel camp. Ce que nous voyons actuellement se dérouler en Turquie et autour, plutôt en Europe ou en Eurasie, ce sont ces deux manières différentes d'aborder la politique mondiale. L'une est l'approche anglo-européenne, anglo-américaine de l'Occident, qui consiste à forcer tout le monde à rejoindre notre camp. Mais pas tout le monde, car vous avez besoin d'un bon ennemi, n'est-ce pas? Parce que vous voulez maintenir cet élan. Vous ne laissez pas la Russie rejoindre l'OTAN. Vous ne créez pas une Europe sans bloc. Vous créez l'ennemi dont vous avez besoin pour justifier votre propre état de guerre. Et parce que, eh bien, il est alors facile d'expliquer cela à votre population. Et vous pouviez voir la jubilation chez ces va-t-en-guerre lorsque la guerre en Ukraine a conduit la Finlande et la Suède à abandonner leur neutralité et à rejoindre leur bloc. C'est comme, oui, victoire, on en a eu 2, vous savez, comme si c'était un tableau de score. Et c'est une façon de penser. L'autre façon de penser est comment créer une, et j'aime la métaphore de l'architecture de sécurité, où les intérêts sont peut-être opposés, mais ils travaillent ensemble pour créer quelque chose de stable. Dans une architecture de sécurité où différents intérêts s'équilibrent, les espaces neutres et les stratégies neutres sont en fait très importants pour maintenir la cohésion. Et l'exemple principal est l'Ukraine. Je ne me lasserai jamais de rappeler aux gens que l'Ukraine avait une clause de neutralité dans sa constitution jusqu'en 2014. Puis le Maïdan est arrivé. La Russie a réalisé que l'OTAN essayait maintenant de prendre leur port en Crimée et à Sébastopol. Ensuite, la Crimée a été reprise. L'équilibre électoral entier à l'intérieur de l'Ukraine a été perturbé. Et l'Ukraine, extrêmement en colère, a supprimé cet article et l'a remplacé par un autre, disant qu'il voulait rejoindre l'OTAN. À partir de là, cela n'a fait qu'empirer. Le Donbass s'est rebellé contre cela, et la Russie l'a soutenu. Les accords de Minsk étaient censés résoudre cela, mais nous savons aujourd'hui qu'une grande partie des néoconservateurs en Occident voulaient juste utiliser plus de temps pour militariser l'Ukraine, ce qu'ils ont fait. Cela n'a fait qu'empirer. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que les Russes n'ont jamais renoncé à une Ukraine neutre, même jusqu'à maintenant. Ils disent encore qu'il faut être neutre, parce que les Russes ne veulent pas absorber l'Ukraine. Ils ne peuvent pas. C'est une proposition ridicule. Les Européens sont actuellement pris dans cette stupidité idéologique et ce monde de fantaisie totale qui dépeint tout ce qui est russe comme maléfique. Par conséquent, ils inventent les récits les plus stupides. Mais tout cela les aide ensuite à maintenir la guerre, alors que d'autres parties du monde, y compris la Russie, veulent trouver un moyen d'avoir une approche de sécurité commune et de stabiliser d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi le traité russo-iranien est censé stabiliser cette partie du monde et arrêter cette stratégie de dévastation de l'Asie de l'Ouest ou du Moyen-Orient, afin qu'Israël ait un endroit confortable pour vivre, tandis que tout le monde vit dans le désespoir. Vous devez donc considérer cette région pour vous-même. Tout ce que je veux dire, c'est que l'approche est différente.
C'est pourquoi les Européens sont actuellement fortement anti-neutres. Les neutres restants continuent d'entendre des critiques parce qu'ils ne suivent pas complètement, n'est-ce pas? La Géorgie ne suit pas complètement. La Suisse, etc., n'impose pas de sanctions. La critique est que vous soutenez le mauvais côté et que vous devez être du bon côté. Les États qui utilisent la neutralité, soit comme politique, soit comme approche de sécurité, entendront toujours cela. C'est généralement la partie la plus forte dans un conflit qui exerce le plus de pression sur les neutres. Même pendant le moment unipolaire, les États-Unis ont commencé à sévir contre les neutres. C'est pas une coïncidence si toute l'affaire de l'or de la Suisse est sortie dans les années 90. C'est à ce moment-là que les États-Unis n'avaient plus grand-chose à voir avec l'Union soviétique, n'est-ce pas? Parce que l'Union avait disparu. Et puis littéralement, l'un des principaux plaignants, ou procureurs aux États-Unis, j'ai oublié son nom, Eisenstadt, a été interrogé. Eh bien, pourquoi 1995? Pourquoi en 1995 vous vous intéressez aux transactions d'or de la Suisse avec l'Allemagne nazie? Et sa réponse était littéralement « Oh, l'une des raisons est que maintenant nous avons plus de temps pour nous. » Donc vous revenez en arrière, vous revisitez ce qui s'est passé, et ensuite vous sévissez contre les autres salauds. Pas ceux contre qui nous nous sommes battus, mais les salauds qui ont eu l'audace de ne pas se battre avec nous. C'est en fait une chose naturelle qui se produit dans la politique des grandes puissances, si vous y réfléchissez. Parce que les belligérants ont toujours deux rivaux. L'un est l'ennemi principal. L'autre, ce sont les salauds qui ne coopèrent pas assez. Je suis content que vous ayez mentionné la Géorgie, car cela montre aussi à quel point tout est présenté de manière très trompeuse ou fausse. Car maintenant, la direction géorgienne est présentée comme étant entièrement pro-Poutine et dans la poche de Poutine. Mais s'il pouvait rejoindre l'UE, il le ferait demain. C'est tout. Oui, c'est ça. Ils disent que nous devons rejoindre l'UE. Nous aimerions le faire. Nous avons fait toutes les réformes, mais nous ne voulons pas nous transformer en ligne de front. Donc nous voulons être neutres dans ce conflit. Alors d'accord, c'est ça. Et ce n'est pas suffisant. Donc si cela ne rejoint pas à 100%, alors ça va à l'encontre. Et c'est le principal problème. Je pense encore une fois, quel est le point de départ lorsque vous poursuivez une politique de sécurité? Essayez-vous d'atténuer la concurrence sécuritaire? Ou descendez-vous dans ce tribalisme complet où c'est nous contre eux? Si nous renforçons et affaiblissons l'adversaire, cela sera la sécurité, parce que cela prouve simplement que cela ne fonctionne jamais. Et c'est pourquoi je pense que cet exemple maintenant de la Scandinavie est aussi fascinant, parce que la Scandinavie était une région de paix tout au long de la guerre froide, pour une bonne raison. Parce que c'est un endroit magique. Il y a juste eu beaucoup d'États neutres. Et même la Norvège, le seul pays qui, eh bien la Norvège et le Danemark pourraient rejoindre l'OTAN néanmoins. La Norvège n'a pas accepté de troupes à ses frontières, sur son sol, aucune base, c'est-à-dire, il ne voulait pas trop d'activité dans le nord. Mais maintenant, comme vous l'avez également souligné, lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint, comment cela a-t-il été couvert? C'était, oui, maintenant, ils sont dans le club parce qu'ils n'ont jamais voulu rejoindre. Et puis la guerre commence. Ils sont tous surpris parce que, vous savez, il y a de bonnes raisons d'avoir peur après que les Russes ont envahi l'Ukraine. Mais soudainement, vous savez, les sondages montent et puis ils entrent dans l'OTAN aussi vite que possible et ils sont enfin à l'intérieur. Mais personne n'a vraiment expliqué comment cela aide à la sécurité. Même le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dit « Eh bien, Poutine ne voulait pas de l'OTAN à sa frontière. Maintenant, il a l'OTAN en Finlande et en Suède. Pourquoi encore? Comment cela renforce-t-il notre sécurité? »
Permettez-moi de mentionner que la Finlande et la Suède sont toutes deux en train de sombrer dans quelque chose d'extrêmement inquiétant. J'ai interviewé sur ma chaîne Tuomas Malinen, et il a dit que les journaux finlandais regorgent d'articles sur ce qu'il faut faire quand la guerre arrive. Pas si, mais quand. Et la Suède, je ferai bientôt un épisode à ce sujet, a envoyé en décembre une brochure à chaque foyer expliquant quoi faire en cas de guerre. Comment se comporter, où aller, quelles sont les obligations, et ainsi de suite. Et en 2 ans, ces sociétés ou ces pays sont passés de « nous allons bien » parce que nous ne sommes l'ennemi de personne, à nous faisons maintenant partie de l'OTAN, qui était censé les protéger, n'est-ce pas? Nous avons rejoint l'OTAN pour être en sécurité. Et maintenant, ils se préparent à faire la guerre pour l'OTAN. C'est donc de la folie ce qui se passe en ce moment. Je pense que nous pouvons l'expliquer avec certaines approches psychologiques, etc. Et bien sûr la fabrication du consentement, etc. Mais la dynamique est extrêmement horrible. Et cela a à voir, encore une fois, avec une différence dans l'approche de votre propre sécurité. L'ensemble de l'éthique ou de l'idéologie du monde anglo-américain, du monde occidental, est d'utiliser la dissuasion, n'est-ce pas? La sécurité par la force. Je dois dissuader l'autre. Et vous ne pouvez faire cette forme de dissuasion qu'en ayant les armes les plus puissantes ou en ayant la plus grande alliance, n'est-ce pas? Vous devez vous assurer que tout le monde a tellement peur de vous qu'il n'attaque jamais. Et puis, l'envers de cela est que la tentation d'attaquer ne fait qu'augmenter. L'approche des petits États neutres, ou des petites stratégies neutres, est en réalité différente. La dissuasion neutre. Elle ne fonctionne pas par le gros bâton et la grosse carotte. Elle fonctionne par un petit bâton et de petites carottes. Les petits neutres permanents savent qu'ils sont vulnérables, mais ils construisent quand même des armées, comme la Suisse. L'Autriche a aussi une armée. L'Irlande a une armée. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas complètement repousser une invasion, mais ils peuvent menacer que si vous venez, vous souffrirez. Vous n'obtiendrez pas cela gratuitement. Donc le prix en sang que nous exigerons pour que vous nous obteniez est assez élevé. Mais si vous ne faites pas cela, alors nous commerçons avec vous, et vous pouvez obtenir beaucoup d'avantages de notre part sans réellement nous envahir. Une stratégie neutre essaye toujours d'équilibrer ces deux aspects. Parfois ça fonctionne, parfois non. Ce n'est pas une formule magique, il n'y en a jamais en AI, mais l'approche est différente. Les neutres n'essayent pas de faire peur aux autres pour qu'ils ne les attaquent pas. Ils essayent activement de se lier d'amitié avec les autres pour être en sécurité, car vous n'êtes jamais aussi en sécurité que dans un environnement où personne ne veut vous attaquer. Si personne ne veut vous attaquer, alors vous n'avez pas de problème. Et c'est quelque chose que l'OTAN ne comprend pas. Je veux dire, ils sont littéralement incapables de penser en ces termes. Eh bien oui, l'histoire de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale est fascinante, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être neutre, mais ce n'est pas comme s'ils étaient désarmés. Ils avaient un moyen de dissuasion très puissant, et ils étaient très solidement construits. C'était donc aussi l'un des calculs de l'Allemagne, c'est-à-dire, eh bien, les Suisses ne sont pas une menace. Ils ne nous menacent pas. Mais si vous essayez de les prendre, nous pouvons le faire. Mais cela va être un énorme gâchis sanglant. Et quel est l'intérêt s'ils ne nous menacent pas réellement? Pourquoi le feriez-vous? Et puis, après la guerre, on demande à la Suisse pourquoi elle a continué à traiter avec l'Allemagne nazie, l'ennemi. Et les Suisses doivent toujours expliquer « Oui, c'était vos ennemis. » Et oui, ce n'est pas une position morale. Ce n'est pas la supériorité morale. Les neutres ne peuvent jamais revendiquer la supériorité morale. Mais il est très important de comprendre que du point de vue d'un neutre, ces belligérants ne sont pas des belligérants.
Ces belligérants sont tous deux vos États partenaires. Mais c'est quelque chose qui, surtout dans l'idéologie occidentale, ne fonctionne pas. Ils essaieront toujours de revenir à la morale et à la théorie de la guerre juste, avec nous ou contre nous, bons ou mauvais. Et nous sommes bons. Donc si vous n'êtes pas avec nous, alors vous êtes mauvais. Je veux juste revenir très rapidement sur la question de la Finlande, car pour moi c'est la plus choquante, je suppose, parce que c'était vraiment le triomphe de la neutralité. Après toutes les guerres avec les Russes, ils vont ensuite établir ce qui allait être une neutralité permanente après la Seconde Guerre mondiale. Et soudainement, au lieu d'avoir des conflits, ils ne représentent pas une ligne de front et une possible voie d'invasion pour la Russie ou l'Union soviétique. Et soudainement, les relations sont stables et ils ont effectivement la paix. Et maintenant, encore une fois, la Finlande a été transformée en la plus grande ligne de front de l'OTAN contre la Russie. Et cela deviendra une prophétie autoréalisatrice, parce qu'ils disent toujours « Oh, vous savez, les Russes pourraient un jour venir envahir le nord de la Finlande. » Alors maintenant, ils vont avoir des bases là-bas avec des troupes américaines près de la flotte du nord des Russes. Et que vont faire les Russes? Encore une fois, il y a une compétition sécuritaire. Vous allez avoir des bases américaines avec des missiles, des drones, tout cela près de l'une de ces bases navales stratégiques. Et sachant que la stratégie clé de sécurité des Américains est de contenir l'accès des autres grandes puissances à naviguer librement sur les océans, non. Bien sûr, il y aura une réaction. On dira « Oh, regardez, heureusement que nous avons construit cette base. C'est une bonne chose que nous ayons rejoint l'OTAN et que nous ayons abandonné la neutralité. Et ce n'est pas seulement la Finlande et la Suède, c'est la militarisation de toute la Scandinavie. Cela militarisera l'Arctique. Cela militarisera les pays baltes. Vous avez même maintenant tout ce discours sur le fait que, eh bien, ce n'est pas de la neutralité quand cela menace quelqu'un. Il y a une alliance défensive. Vous avez déjà l'ancien secrétaire général de l'OTAN, le Danois Rasmussen, qui soutient que nous pouvons mettre en place un blocus sur Saint-Pétersbourg en cas de conflit. Nous pouvons, comme si nous étions de retour à la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle, exercer beaucoup de pression sur Kaliningrad, car ils sont enclavés, et maintenant nous pouvons prendre la mer, les pays baltes, la Pologne, tous se référant maintenant à la mer Baltique comme au lac de l'OTAN. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment fou. Et encore une fois, c'est la même chose avec l'Ukraine. Vous avez cette compétition sécuritaire. Toute cette idée que l'OTAN allait simplement s'étendre jusqu'aux frontières, suspendre la neutralité de l'Ukraine, déployer des missiles, rapprocher l'Ukraine de l'OTAN, et que la Russie devrait simplement l'accepter et plus ou moins capituler. Avec la compétition sécuritaire, il y aura toujours une réaction. Et quand vous abandonnez la neutralité, je veux dire, c'est pourquoi les États tampons étaient si importants. Les gens oublient qu'au cours de la guerre froide, nous avions toute une ceinture d'États neutres, allant du nord au sud. La Suède, la Finlande, l'Autriche, la Suisse. On pourrait aussi inclure la Yougoslavie dans ce camp. Et en effet, l'Allemagne était la principale zone où les deux parties se rencontraient. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de tensions là-bas. Mais même Staline a dit que nous pourrions avoir une réunification de l'Allemagne en 1952 si elle était neutre, pour en faire un État tampon. Bien sûr, on ne peut pas le prendre au mot, et il faut être méfiant. Mais la neutralité, pourquoi avons-nous complètement écarté cette discussion? Cela revient toujours au bloc, à la politique des blocs, au pouvoir à somme nulle. Cela va être la source de sécurité. C'est très, très dangereux, car cela intensifie la compétition sécuritaire au lieu de l'atténuer. Absolument, absolument raison. Et nous l'avons rejeté pour deux raisons.
toutes deux liées à cette idée de comment nous produisons la sécurité. Permettez-moi de dire un mot sur l'Allemagne, car c'est très important, en fait, aussi pour les études sur la neutralité. En 52-53, il y avait une offre sur la table de la part de Staline, les notes de Staline, pour réunifier l'Allemagne et la rendre neutre, et assurer qu'elle ne rejoindrait pas l'OTAN. Et il y a un débat actif, en fait, parmi les chercheurs. D'un côté, un groupe sous la direction de Peter Hugenthaler dit non, 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 Staline ne l'a jamais voulu, car il n'y a pas de document dans les archives soviétiques qui montrerait qu'il s'est jamais préparé à cet événement. Par conséquent, il ne le pensait pas. C'était donc juste un stratagème. Et puis il y a Michael Geyer, qui a écrit un livre de 700 pages à ce sujet en allemand, affirmant que non, c'était complètement sérieux. C'était juste l'une des plusieurs stratégies que Staline utilisait en même temps pour parvenir à une position stable. Et c'était absolument sérieux. La preuve en est que les Russes le pensaient. Et ce n'était pas tant Staline, c'était plutôt Molotov. La preuve que c'était sérieux est qu'en 1955, les Russes ont effectivement accepté une Autriche neutre. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. L'Allemagne était déjà, l'Allemagne de l'Ouest était déjà en train d'être intégrée à l'OTAN, et ce train était déjà parti. En un sens, les Russes ont réalisé trop tard qu'ils pouvaient utiliser un petit État comme exemple pour montrer qu'ils prenaient au sérieux cette approche de résolution de problèmes. Mais, désolé, pour revenir à la question plus large, la raison pour laquelle nous n'utilisons plus ces idées d'État tampon est que les gens, qu'on les appelle néoconservateurs ou idéologies orientées vers la domination, veulent imposer la paix à travers des structures et des mécanismes qu'ils contrôlent ou créent. La Société des Nations et les Nations Unies ont en fait été fondées plus ou moins sous cette idée. Nous imposons la paix de haut en bas. Nous créons une organisation. Cette organisation est un gouvernement mondial, le rêve kantien de toutes les Nations Unies sous un seul gouvernement. Et ensuite, c'est le policier. Et le policier fait le tour. Et chaque fois que quelqu'un sort des rangs, il le remet en ligne. D'accord. Et ainsi nous atteignons la paix. Cette idée est à l'opposé de la façon dont le 19e siècle était géré et de ce qu'était l'idée des gens en 1815, vous savez, au Congrès de Vienne, de créer un concert et un équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs repose sur le fait de ne pas avoir de chef de file, mais d'avoir des centres qui interagissent, mais ne se désintègrent pas. Et chaque fois que vous essayez de changer l'idée en une structure hiérarchique, c'est là que vous devez alors remettre tout le monde en place, y compris les neutres. Maintenant, aucune de ces approches n'a jamais réussi à nous apporter la paix mondiale. Mais surtout dans un monde où la multipolarité et plusieurs centres de pouvoir deviennent simplement un fait de la vie. L'approche descendante non seulement ne fonctionnera plus, mais elle produira, au contraire, ses propres incitations pour que certains groupes essayent encore plus fort d'imposer leur version de la paix. Le truc fou, c'est que tout le monde veut la paix. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la manière de l'atteindre, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, dans ce monde vers lequel nous nous dirigeons, utiliser la neutralité et l'approche des États tampons, encore une fois, de manière plus intelligente, pourrait nous aider à stabiliser ou nous aidera à stabiliser le monde. Mais cela est activement combattu par une partie. Et curieusement, les Russes le comprennent en réalité. Ils comprennent cela de manière intuitive, ou peut-être théorique, de manière très complexe. L'histoire des Russes, essayant d'équilibrer l'Europe et l'Asie par le biais d'accords de neutralité, les leurs et ceux des autres, remonte à loin. La Suisse n'aurait pas obtenu sa neutralité permanente en 1815 sans les Russes. Les Russes l'ont vendue aux autres grandes puissances. Et ce pays continue de l'oublier tout le temps. C'est complètement oublié. La plupart des endroits neutres en Europe le sont,
parce que les Russes l'ont approuvé. Eh bien, comme vous l'avez dit, nous avons tendance à laisser cette partie de côté. Mais je voulais aussi poser la dernière question sur toute l'idéologie qui la sous-tend. Parce que, évidemment, après la guerre froide, la distribution du pouvoir change. Donc pendant la guerre froide, cela a du sens. Nous avons deux grandes puissances qui se font face en Europe. Maintenant, il est logique d'avoir un État tampon neutre au milieu pour les empêcher de se rapprocher trop l'un de l'autre et de se menacer mutuellement. Donc encore une fois, vous voulez, et cela a fonctionné pour les deux côtés. Mais bien sûr, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la Russie est devenue de plus en plus faible. Il n'y a plus le même incitatif à accepter cela, donc vous créez un système européen basé sur l'hégémonie collective, où un côté devrait dominer. C'est l'expansion de l'OTAN. C'est organiser toute l'Europe dans l'OTAN et l'UE, qui cherche essentiellement à exclure la Russie, en faisant le seul pays européen non européen, malgré le fait qu'il soit le plus grand pays d'Europe. C'est un format étrange. Mais comme la neutralité a été suspendue, si vous regardez en arrière dans les années 90, nous avons commencé à parler différemment, parce que nous ne parlions plus de politique de puissance et de la nécessité de dissuader sans provoquer. Au lieu de cela, l'argument était, eh bien, c'est une communauté de valeurs. C'est une communauté de démocratie. C'est une force pour le bien. Et si l'OTAN s'établit à la frontière de la Russie sera heureuse, car cela apportera beaucoup de stabilité politique et de bonne gouvernance. Et ce sera bon pour la Russie. Je veux dire, cela semble ridicule, mais c'était l'argument dominant. C'est ce qu'il disait. Donc très largement cet argument de l'hégémonie libérale, selon lequel il s'agissait uniquement d'institutions de sécurité interdémocratiques. Et nous avons éliminé toute la dimension du pouvoir. Et encore une fois, je pense qu'au milieu de tout cela, je me souviens de l'intervention d'Henry Kissinger, car il avait des commentaires intéressants vers la fin des années 90. Toute cette idée qu'il s'agit d'une communauté de valeurs, d'une alliance défensive, tout cela était très présent à la base de pourquoi cela ne provoquerait pas de concurrence sécuritaire en suspendant beaucoup de statuts neutres. Mais il est important de voir ce qui est arrivé à l'OTAN également, car vous ne voulez pas mentionner la dissuasion. Et on peut soutenir que la dissuasion de l'OTAN était plus stable pendant la guerre froide, parce que non seulement nous avions des États tampons neutres, mais c'était aussi une alliance défensive. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la guerre froide, quand il n'y avait plus d'équilibre contre l'OTAN? Encore une fois, comme le diraient les réalistes, les États ne s'équilibrent pas d'eux-mêmes. Donc s'il n'y a pas de contrôle, ils commenceront à s'étendre. Une fois la menace soviétique finalement disparue, l'OTAN a alors commencé à abandonner son statut d'alliance défensive en menant ce qu'on appelle des opérations hors zone, ce qui signifie effectivement utiliser la force militaire contre d'autres pays qui généralement ne vous ont même pas menacé, et aussi à s'étendre. Ils ont donc commencé à utiliser l'OTAN de manière agressive et à élargir l'alliance militaire. Et le fait qu'ils aient fait cela en l'espace de 2 semaines en 1989, c'est-à-dire élargir l'OTAN, puis moins de 2 semaines plus tard attaquer la Yougoslavie, c'est à ce moment-là qu'Henry Kissinger est également intervenu. Eh bien maintenant, nous ne pouvons plus calmer les Russes en disant que nous ne sommes qu'une alliance défensive pacifique. Nous nous étendons et nous bombardons l'un de leurs alliés historiquement les plus proches, un peuple frère ou des alliés historiques. Cela aura des conséquences à un moment donné. Mais néanmoins, la rhétorique, la façon dont les politiciens parlent, était toujours « non, non, non ». Nous ne sommes pas là pour affirmer notre domination dans les Balkans occidentaux. Nous sommes juste là pour défendre les droits de l'homme et les valeurs. Et la Russie devrait être contente. Imaginez combien de paix il y aura.
Il est assez extrême que nous n'évaluions pas comment l'OTAN a changé. La dissuasion pour une puissance du statu quo par rapport à la dissuasion pour une puissance révisionniste est très différente. Maintenant, nous essayons de dissuader la Russie de répondre à notre révisionnisme. Donc nous allons élargir l'OTAN, et s'ils réagissent, eh bien c'est ce que nous devons dissuader. Ils l'ont dit ouvertement dans les années 90, lors des débats au Sénat sur l'élargissement de l'OTAN. Ils ont dit, oui, ça pourrait défaire les relations avec la Russie, mais au moins nous aurons l'OTAN comme garantie d'assurance au cas où la relation se détériorerait. Oui, la relation pourrait se détériorer avec la Russie, mais au moins ils seront entourés par l'OTAN, comme si c'était une bonne approche. C'est oui, je veux dire, vous pointez toutes vos armes sur quelqu'un, et ensuite vous êtes surpris que cette personne essaye de se procurer des armes elle-même. Et puis, vous prenez cela comme preuve que votre approche était correcte, parce que, évidemment, l'autre n'est pas digne de confiance. Je veux dire, nous comprenons cela, n'est-ce pas? C'est ce qui est frustrant dans les relations internationales. Nous avons un nom pour cela. C'est le dilemme de sécurité. Et c'est parfaitement bien compris. Ce n'est pas de la science de fusée. Rien de ce dont nous parlons n'est de la science de fusée. C'est une compréhension générale, ce qui est en fait la raison pour laquelle beaucoup de téléspectateurs de ces programmes ne sont pas des universitaires. Ils ne sont pas des diplomates. Ce sont des gens dans la rue qui comprennent tout simplement. Je veux dire, les gens normaux et ordinaires pensent simplement, eh bien ils savent que ce n'est pas une façon intelligente de traiter avec les autres. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés en Europe, c'est que dans les années 90, la fin de cette compétition sécuritaire et le moment unipolaire ont conduit à cette croyance que notre système deviendrait le système mondial. D'accord. Et pendant 30 ans, nous avons parlé de mondialisation, alors qu'en fait nous voulions dire occidentalisation. D'accord. Et maintenant tout le monde utilisera notre approche. Et Francis Fukuyama, j'ai pas besoin de le répéter. D'accord. Mais ce qui a été omis, c'est que ce n'est tout simplement pas comme ça que les choses fonctionnent complètement. Et aussi, je veux dire, non seulement cela, il y a d'autres idées sur la façon dont les choses devraient être gérées, comme les Chinois et aussi les Russes. De plus, en ignorant à quel point la Russie a souffert horriblement en interne dans les années 90. D'accord. Et cela, puis le recadrage, petit à petit, de politiques qui sont en réalité des politiques pro-guerre en tant que politiques pro-paix. Et comme vous l'avez dit, l'OTAN n'est pas une alliance agressive. Elle sort simplement de sa zone. C'est hors de sa zone ou hors d'activité. Ils ont très bien compris cela et ils ont décidé de sortir de leur zone. Et c'est la tentation, n'est-ce pas? La tentation du pouvoir. Si vous l'avez, pourquoi ne pas l'utiliser? Tous ces beaux soldats, allez. C'est un gaspillage d'argent si nous ne le faisons pas. Vous savez que vont-ils faire? Et c'est la tentation. Et c'est aussi une chose très européenne à faire. Ma critique de John Mearsheimer est que sa théorie, surtout en ce qui concerne la Chine, repose sur l'idée que les Chinois agiront exactement de la même manière. Les Chinois, une fois qu'ils auront suffisamment de pouvoir économique et militaire, l'utiliseront. Ils le projetteront à l'extérieur, ce que les Européens ont historiquement fait au cours des 1000 dernières années. Et je n'en suis pas sûr. Je veux dire, sa théorie dit qu'ils le feront, parce que c'est la chose la plus naturelle à se produire dans la compétition entre grandes puissances. Jeffrey Sachs soutient que non, c'est juste nous qui projetons. Et le verdict à ce sujet devra encore être rendu à l'avenir. Mais le point est que les Européens agissent ainsi. Et puis ils reformulent et inventent ces concepts absurdes. Un autre concept absurde est celui des interventions humanitaires, n'est-ce pas? Nous bombardons d'autres pays jusqu'à les réduire en miettes pour sauver leur population.
et la responsabilité de protéger. C'est le troisième qui va de pair avec cela. L'idée que nous justifions maintenant nos interventions à l'étranger parce que les nôtres sont bienveillantes. Et même si 1 million de personnes meurent, comme en Irak, c'est toujours justifié parce que A, nous nous sentons en droit de le faire. B, l'autre gars était de toute façon Hitler, n'est-ce pas? Et C, nous ne le faisons que pour le bien du peuple irakien. Si 1 million d'entre eux meurent, alors comme Albright l'a dit un jour, cela en valait la peine. Mais c'est toujours présenté comme quelque chose de bienveillant et généreux. Et c'est ainsi que l'Occident se berce d'illusions en se plaçant sur un piédestal moral, nécessaire si l'on veut commettre des crimes, comme le crime de génocide contre les Palestiniens en ce moment à Gaza. Vous faites cela en vous sentant du bon côté, en pensant que vous êtes le gentil, que vous aidez simplement l'autre à se défendre. Vous êtes le chevalier sur un cheval blanc. Et 100 ans plus tard, lorsque les historiens arrivent et font le bon travail, et qu'il est alors généralement admis que ce n'était pas une bonne idée, il est trop tard. Et les personnes qui sont mortes sont mortes. Et certains gouvernements pourraient s'excuser, n'est-ce pas? Tout comme les Nord-Américains de nos jours, et les Australiens, s'excusent d'avoir colonisé, tué, violé et pillé les peuples autochtones, qu'ils ont complètement détruits et éradiqués des continents. Et puis, ils commencent à mettre de petits pieds de page dans leurs adresses e-mail en disant « Je reconnais par la présente la terre indigène comme une repentance ou quelque chose du genre. » Mais ces gens sont morts, non? Ce n'est plus leur terre. C'est maintenant la terre des Blancs en Amérique du Nord. Ce sont les Européens. Nous, nos cousins, et ainsi de suite, avons pris cette chose en main. Mais au moment où vous le faites sous cette justification bidon. Et en ce moment, nous faisons exactement la même chose à nouveau. Nous créons des justifications bidons pour utiliser une violence horrible afin de supprimer tout le monde. Et l'autre partie du reste du monde essaie encore de comprendre comment gérer cela. Parce que, malheureusement, nous, Européens, semblons incapables d'apprendre de notre propre passé génocidaire agressif. Eh bien, je suppose qu'un dernier commentaire serait qu'il y a 2 aspects à l'abandon de la neutralité. Bien sûr, d'un côté, en étendant le conflit, vous escaladez, provoquez et menacez également d'autres pays, ce qui leur donne une raison de protester, pas de rendre l'appareil. Mais oui, c'est ainsi que se déroule la compétition sécuritaire. Mais de l'autre côté de cette équation, en abandonnant la neutralité, surtout pour les petits et moyens pays, vous devenez très dépendant de votre fournisseur de sécurité, qui pour les Européens maintenant, quelque chose que les Finlandais et les Suédois remarqueront également, ce sont les Américains. Et quand vous vous rendez excessivement dépendant d'un autre centre de pouvoir, il s'avère qu'ils peuvent abuser de ce pouvoir. Et regardez la position dans laquelle se trouvent les Européens maintenant. Si Nord Stream a été saboté, il est plus ou moins certain à 100% que ce soit les États-Unis, à moins que nous acceptions leur argument selon lequel ce seraient en fait les Ukrainiens. Et maintenant, bien sûr, vous avez Trump qui dit « Je peux vous dire, nous voulons le Groenland ». Les Européens sont maintenant choqués qu'ils le pensaient vraiment. Mais que peuvent vraiment faire les Européens? C'est ce qui arrive quand on se rend si dépendant d'un centre de pouvoir. Ils peuvent dire « plus de commerce ». Vous devez acheter notre gaz, comme Trump l'a dit. Nous voulons votre territoire au Groenland. Vous devriez acheter nos technologies, même si elles sont plus chères et moins efficaces que celles des Chinois. Votre politique étrangère nous suit désormais. C'est une perte de souveraineté. C'est ce qui arrive quand on se transforme en marionnette d'autres pays. C'est donc, et pire encore, je veux dire le pays qui souffre le plus dans toute l'Europe, est bien sûr l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a été tellement vassalisée et mise sous la coupe de l'OTAN
qu'ils ont réussi à convaincre les Ukrainiens d'être le terrain de mise en scène de la guerre par procuration. Et le reste des Européens va en fait dans cette direction, n'est-ce pas? Nous comprenons tous que s'il y avait un échange nucléaire, le début serait uniquement européen. La question est de savoir si vous pourriez le contenir à cela ou non. Mais nous savons que les stratèges américains planifient avec cela, n'est-ce pas? Je veux dire, d'accord, dans le pire des cas, comme si nous perdions l'Europe. Mais d'accord, nous pouvons toujours battre les Russes par ce biais. Et en ce moment, vous avez une version plus petite de cela avec l'Ukraine. Au lieu d'être un terrain neutre qui fait ses propres affaires et commerce avec tout le monde, vous êtes maintenant le terrain d'une guerre par procuration. Et c'est une énorme tragédie, n'est-ce pas? Abandonner la neutralité ou abandonner sa propre position au profit de servir les aspirations d'autres États risque vraiment de vous faire mourir. Beaucoup de gens à l'intérieur mourront, n'est-ce pas? Parce que vous êtes enrôlés. Et c'est ce qui nous inquiète avec la Finlande et la Suède, que maintenant les pays nordiques soient tellement militarisés pour que l'OTAN, à un moment donné, les utilise. Vous les préparez et ensuite vous les utilisez. Et s'ils sont prêts à partir, si vous parvenez à créer le système, ce n'est pas parce que les Ukrainiens sont stupides. Le processus politique ukrainien a toujours été très difficile. Mais les États-Unis, sur 10 à 15 ans, ont réussi à le rendre dépendant d'eux pour diriger le spectacle. Je veux dire, Joe Biden a parlé de forcer les Ukrainiens à même renvoyer leur procureur général, n'est-ce pas? Ce genre de domination est possible parce que vous êtes capable d'influencer le processus politique à travers des ONG, des ambassades et les réseaux que vous créez, n'est-ce pas? Soutenir certains groupes contre d'autres afin de créer un déséquilibre électoral, c'est le grand art de ce genre de subversion. Et ils l'ont fait avec beaucoup de succès. Et si vous perdez alors votre indépendance, eh bien, vous serez le terrain de mise en scène d'une guerre par procuration. Oui, c'est ma prédiction de ce qui arrivera à Zelensky. Je pense que les Ukrainiens le tiendront responsable de ne pas avoir accepté l'offre de neutralité, car il est important de se rappeler que lorsque les Russes ont envahi en 2022, Zelensky a confirmé que Poutine l'avait contacté le premier jour, ou du moins les Russes, pour négocier un règlement basé sur la neutralité, comme il l'a souligné dès le premier jour. Et les Russes étaient prêts à se retirer, à rendre leur territoire si l'Ukraine restaurait sa neutralité, ce qui remet en question l'idée que c'était simplement une tentative de prendre du territoire. Mais de toute façon, ils avaient cet accord à Istanbul, basé sur cette idée. Nous retirerons nos troupes et vous restaurerez votre neutralité. Et puis Zelensky, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, déclare dans une interview avec The Economist que, eh bien, il y a de nombreux pays occidentaux qui ne veulent pas de cette paix, qui préféreraient une longue guerre. Et il soutient, vous savez, même s'ils savent que cela détruira l'Ukraine et causera d'innombrables vies. Il dit cela à The Economist devant les caméras lors d'une interview. Et néanmoins, quelques semaines plus tard, il a conclu l'accord, de toute façon, pour ne pas restaurer la neutralité et utiliser à la place son propre pays, selon ses mots, parce que l'Amérique y voyait une opportunité d'affaiblir la Russie dans une longue guerre, même s'ils étaient l'instrument. Et il a reconnu cela devant la caméra, et il a quand même conclu cet accord. Et maintenant, oui, le pays est décimé de la manière la plus horrible. Et cela, encore une fois, devrait être la leçon clé. Comme nous devrions repenser un peu la valeur de la neutralité. Au lieu de cela, nous utilisons cela comme une raison pour suspendre également la neutralité en Scandinavie et maintenant aller, oui, vers une politique de bloc complète. Oui, c'est très déprimant. Quoi qu'il en soit, Pascal. C'est juste un dernier mot. C'est la seule chose sur laquelle je pense pouvoir être d'accord avec Ursula von der Leyen. J'utilise sa phrase maintenant,
mais je vais l'utiliser dans un contexte complètement différent. Parce que pour la politique des grandes puissances, en fait c'est vrai, personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité. Nous devons nous assurer que l'autre est également en sécurité, afin d'améliorer notre propre sécurité. Et la neutralité est l'un de ces instruments en politique internationale pour assurer la sécurité de l'autre et la vôtre, et dans le processus, développer quelque chose qui ne se terminera pas dans cette guerre horrible que les Européens mènent depuis 2000 ans. Oui, donc, si un côté n'a pas de sécurité, personne n'aura de sécurité. Cela a toujours été du bon sens. C'est pourquoi nous avons une sécurité indivisible. Mais encore une fois, tout cela a disparu dans le trou de mémoire sous l'hégémonie libérale. Quoi qu'il en soit, Pascal, merci beaucoup pour votre temps. Je l'apprécie énormément. Merci beaucoup, Glenn.